Ici, à Chorou, on m'appelle Madame Jeanne ou simplement la femme qui a recueilli le garçon de l'orphelinat. Aujourd'hui, ma chérie, mon dos porte 60 ans, et chaque ride sur mon visage garde le souvenir d'une histoire. Certaines racontent la joie, d'autres la peine, ces blessures que même le temps n'a pas réussi à effacer. Je vis toujours dans cette vieille maison du quartier des Marins, avec ses murs écaillés mais qui tiennent encore face aux années. Depuis ma véranda, je distingue un morceau de l'Indre qui traverse la ville comme une veine bleue. Cette rivière a tout observé au fil des ans, les joies, les peines, et ce jour de 199 qui a bouleversé notre famille à jamais. C'était à ce moment-là qu'une femme a cru pouvoir sauver n'importe quel enfant avec son amour, même ceux dont les blessures étaient si profondes que rien, pas même Dieu, ne semblait pouvoir les guérir. Et vous, qui m'écoutez à cet instant, dites-moi votre prénom et de quel coin de France vous suivez cette histoire que j'ai gardée précieusement dans mon cœur depuis plus de 30 ans. Écrivez-le en bas, dans les commentaires. Vous voyez, j'ai cette curiosité de savoir jusqu'où ma voix de vieille de province peut porter. Qui sait? Peut-être qu'une personne de Chorou me reconnaît déjà de vue sans connaître ce secret que je porte. Chorou n'est pas une grande ville, ma fille. C'est un de ces lieux où le temps semble s'écouler plus lentement. Une région de champs de blé et de colza, où chacun connaît tout le monde. Les rues principales sont larges, mais dans les vieux quartiers comme le mien, elles se resserrent et les trottoirs tortueux obligent les plus âgés, comme moi, à marcher en regardant leurs pieds pour ne pas tomber. Vous savez, nous ne sommes plus tout à fait en forme, n'est-ce pas, ma chérie? Ici, il y a une vieille église, une place centrale où les anciens jouent à la pétanque, et la rivière qui, lorsqu'il pleut trop, inonde les maisons les plus basses et emporte un peu de la ville avec elle. Après l'inondation de 1988, mon défunt mari, Marie-Henri, et moi avons décidé qu'il était temps d'agrandir notre famille. Nous avions déjà nos 2 enfants biologiques, Paul, alors âgé de 17 ans, et Marguerite, 15 ans. Mais j'ai toujours eu ce cœur tendre, vous savez. J'ai toujours voulu accueillir davantage d'enfants. C'est Marguerite qui a eu l'idée pour la première fois. Un jour, Marguerite était allée à l'orphelinat Sainte-Claire pour un travail scolaire, de l'autre côté de la ville. Elle est revenue à la maison les yeux rouges, d'avoir trop pleuré. « Maman, vous auriez dû voir ces enfants », m'a-t-elle dit. Certains sont là depuis des années et personne n'en veut, parce qu'ils sont trop grands. Tout le monde ne cherche que des bébés. Ces paroles sont restées gravées dans ma tête. Henri, mon mari, n'était pas du genre démonstratif, mais il a toujours respecté mes désirs. Il travaillait comme responsable à la coopérative agricole. C'était un homme sérieux, peu bavard, mais au cœur généreux. Quand je lui ai parlé de l'idée d'adopter un enfant plus âgé, il m'a simplement regardé à sa façon, fumant sa cigarette sur la véranda, et a dit « Si c'est ce que tu veux, Jeannette, allons rencontrer cet enfant. » La première fois que nous avons franchi le seuil de l'orphelinat, mon cœur a failli s'échapper de ma poitrine. L'endroit était propre, mais chargé de tristesse. Les enfants sont faits pour courir, sauter, crier et rire. Là, on avait l'impression que chacun avait peur, même de respirer trop fort. La directrice, Madame Clémence, une femme mince au visage austère comme si elle avait goûté un citron trop acide, nous a conduits jusqu'à son bureau. « Vous avez une préférence, garçon ou fille? Quel âge? Nous cherchons un enfant qui a vraiment besoin d'une famille, ai-je répondu, sentant en moi un courage que je ne pensais pas posséder, un courage que d'autres n'oseraient peut-être pas. C'est alors qu'elle a mentionné Roger pour la première fois. J'ai un garçon de 9 ans. Il est ici depuis ses 5 ans. L'un des plus âgés, intelligent mais réservé. Sa mère était toxicomane, décédée d'une overdose. Quant à son père, personne ne sait. Quand j'ai aperçu Roger pour la première fois, il était assis seul dans un coin de la cour, un vieux livre entre les mains. Un garçon mince, aux cheveux noirs lisses et aux yeux sombres, grand, qui semblait absorber le monde. Il n'a pas souri lorsqu'on nous l'a présenté. Il nous a simplement observés, nous scrutant comme un petit animal méfiant. Il ne parle pas beaucoup, expliqua Madame Clémence, mais il est intelligent, a de bonnes notes à l'école. Il a juste du mal à se lier avec les autres enfants. À cet instant, mon cœur de mère avait déjà choisi. Ce garçon avait besoin d'une famille, il avait besoin de moi. Henri, à mes côtés, a serré ma main. Lui aussi avait ressenti quelque chose. Le processus d'adoption n'a pas été simple. Ça ne l'est jamais. Il y a eu des entretiens, des visites de l'assistante sociale, une montagne de papiers sans fin, mais j'étais déterminée. 4 mois plus tard, Roger était déjà installé chez nous,
avec un petit sac à dos contenant tout ce qu'il possédait au monde. Quelques vêtements, un livre d'histoire et une vieille voiture en plastique. Au début, il était si silencieux que parfois j'oubliais qu'il vivait ici. Il restait dans la chambre qu'il partageait avec Paul, qui n'appréciait pas du tout la situation. Je lui expliquais que c'était temporaire, le temps d'aménager la petite chambre du fond. Pendant les repas, il parlait à peine et mangeait en fixant son assiette, comme si quelqu'un allait lui enlever sa nourriture. Petit à petit, je tentais de m'approcher de lui. Je cuisinais ses plats préférés et découvris qu'il adorait les pâtes à la sauce à la viande. J'achetais des livres, remarquant que c'était ce qu'il aimait le plus. Je m'asseyais à ses côtés dans le salon pendant qu'il regardait la télévision. Au début, il se recroquevillait dès que je m'approchais, comme s'il s'attendait au pire. Cela me brisait le cœur de le voir ainsi. La première fois qu'il m'a souri, c'était après un mois passé parmi nous. J'avais préparé un gâteau au chocolat pour fêter l'occasion, juste une idée de vieille, mais je voulais marquer le moment. Un mois dans notre famille, me suis-je dit en silence. Il m'a regardé avec ses grands yeux, surpris, et un petit sourire timide est apparu au coin de ses lèvres. Henri, assis au bout de la table, l'a remarqué aussi et m'a fait un clin d'œil. Cette nuit-là, j'ai senti que tout allait s'arranger, que nous avions pris la bonne décision. Roger a commencé à fréquenter l'école du quartier. Les premiers mois furent difficiles. Il rentrait parfois avec des cahiers déchirés, un œil au beurre noir ou un genou écorché. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandais-je, le cœur serré. « Rien », répondait-il toujours, le regard baissé. C'est l'institutrice, Madame Hélène, qui m'a expliqué que d'autres enfants s'en prenaient à lui, l'appelant orphelin, fils de personne. Des mots cruels inventés par des enfants pour faire mal. Mais Roger ne réagissait pas, elle m'a dit, inquiète. Il restait silencieux et absorbait tout. Ce n'est pas normal, Madame Gertrude, ajoutait-elle. La plupart des enfants pleurent, se défendent ou racontent à un adulte. Lui semblait déconnecté. Avec le temps, les choses ont commencé à changer, mais pas comme je l'espérais. À la maison, il restait taciturne. À l'école, l'institutrice signalait d'autres difficultés. Il avait des crises de colère pour de petites choses, un crayon cassé, un livre introuvable. Il pleurait soudain sans raison ou restait à fixer le vide pendant de longues minutes. J'essayais de lui parler, mais c'était comme parler à un mur. Henri, mon mari, commençait à perdre patience. Il a besoin de règles. Jeannette, tu gâtes trop ce garçon. Mais comment ne pas le gâter ? Je regardais ce petit visage mince, ses yeux qui semblaient porter un poids trop lourd pour un enfant de 9 ans. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment lui faire sentir qu'il était aimé et en sécurité. Ma fille, si vous aimez cette histoire de courage, offrez un petit soutien au canal Mémoire de grand-mère. Il suffit de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne rien manquer de nos récits. Cette vieille grand-mère est heureuse de savoir qu'il y a des gens qui veulent écouter ce que j'ai à raconter. Mais continuons, car cette histoire a encore beaucoup à révéler. Il y a des souvenirs qu'on préfère oublier, mais qu'il faut raconter pour que d'autres ne traversent pas les mêmes épreuves. Un jour, alors que Roger était avec nous depuis presque un an, il rentra de l'école plus tard que d'habitude. La nuit tombait et j'étais déjà inquiète, prête à sortir pour le chercher. Lorsqu'il franchit la porte, il avait une vilaine blessure au menton et la chemise de son uniforme en lambeaux. « Mon Dieu, garçon, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demandai-je en courant vers lui pour examiner la blessure. Pour la première fois depuis son arrivée, il éclata de colère. Il jeta son sac au sol avec tant de force que les livres se dispersèrent dans tout le salon. « Ils ont dit que vous ne m'aviez adopté que pour toucher de l'argent du gouvernement. Ils ont dit que personne ne voudrait vraiment d'un garçon de mon âge. » Je restai silencieuse quelques secondes, regardant ce garçon, toujours si contrôlé, enfin libérer sa colère. Puis, sans réfléchir, je le pris dans mes bras. Au début, il resta rigide comme une planche. Puis, lentement, il se détendit et se mit à pleurer. Un pleur profond, chargé de souffrance, qui semblait venir du plus profond de son âme. « Tu es mon fils » dis-je d'une voix tremblante. « Mon fils de cœur. Il n'existe pas d'argent du gouvernement ici, seulement de l'amour. Tu es des nôtres maintenant, et personne ne t'enlèvera. » Cette nuit-là sembla être un tournant. Quelque chose à l'intérieur de lui se brisa enfin, laissant la place à l'ouverture et à la confiance. Il commença à parler davantage pendant le dîner, à raconter des anecdotes de l'école, à poser des questions sur la famille. Henri aussi se rapprocha de lui,
lui apprenant à bricoler à la maison et à pêcher dans la rivière les week-ends. Comme j'avais été naïve, ma fille. Comment peut-on être aveugle quand on veut trop croire en quelque chose? Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début d'une histoire qui allait devenir de plus en plus difficile, et qui finirait par une nuit capable de changer notre famille pour toujours. Ma fille, il y a une leçon que j'ai comprise en vieillissant. Parfois, notre amour agit comme un bandeau sur nos yeux. Il nous empêche de voir clairement ce qui se trouve devant nous. Ces signaux que le destin envoie pour nous avertir qu'un danger rôde sous notre propre toit. Quand Roger a eu 11 ans, il était avec nous depuis presque 2 ans. Il semblait enfin que les choses retrouvaient un certain équilibre. Le garçon avait grandi de quelques centimètres et avait pris un peu d'embonpoint. Il n'était plus cet enfant maigrelet arrivé avec son petit sac à dos et ses yeux effrayés. À l'école, ses notes étaient bonnes, pas parfaites comme au début, mais dans la moyenne. Les enseignants ne nous envoyaient plus de notes de plainte pour comportements étranges. Il avait même réussi à se faire 2 amis dans le quartier, Antoine et Marc, qui venaient parfois jouer à la maison. C'est à cette époque que Montpull, notre fils aîné, s'est marié avec Louise et a déménagé à Paris. Marguerite aussi avait quitté la maison pour étudier les soins infirmiers dans la capitale. Soudain, il ne restait plus que moi, Henri et Roger dans cette maison qui, avant si petite, paraissait désormais immense. Je me demande si ce vide n'a pas perturbé la tête du garçon, voir ses frères partir, même s'il n'avait jamais été très proche d'eux. Peut-être a-t-il ressenti l'impression d'être abandonné à nouveau. Les premières choses étranges que j'ai remarquées étaient petites, presque insignifiantes. Des objets de la maison disparaissaient pour réapparaître ailleurs. Des ciseaux, rangés dans le tiroir de la cuisine, se retrouvaient sous son lit. Une pendule murale disparaissait pendant des jours pour réapparaître au même endroit. Un jour, mon chapelet en argent, cadeau de ma défunte mère, a disparu pendant une semaine entière. J'ai cherché partout, priant même Saint-Antoine, le patron des choses perdues. Quand j'avais presque perdu espoir, je l'ai retrouvé enroulé dans une chaussette, au fond du tiroir de Roger. « Pourquoi as-tu pris mon chapelet, mon fils ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Il m'a regardé avec ce regard vide qui me donnait parfois des frissons. « Je n'ai rien pris. Quelqu'un a dû le mettre là, » répondit-il. Henri avait moins de patience que moi. « On ne ment pas, garçon. Si tu l'as pris, il faut assumer. On n'élève pas un fils pour qu'il devienne menteur. » C'était la première fois que je voyais Roger regarder Henri avec une colère réelle, un regard dur, trop adulte pour un garçon de 11 ans. Puis il sortit de sa chambre en claquant la porte et passa le reste de la journée sans nous adresser la parole. J'ai aussi remarqué qu'il passait beaucoup de temps seul. Pour son anniversaire de 12 ans, Henri lui offrit une console de jeux qu'il avait économisée pendant des mois. Mais au lieu de jouer à des jeux ordinaires pour son âge, Roger passait des heures enfermé dans sa chambre, absorbé par des jeux que je ne comprenais pas. Un jour, je suis entrée pour lui apporter un goûter et j'ai vu un jeu violent, avec du sang à l'écran et des images horribles. Il ferma tout aussitôt en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais, Roger ?» demandai-je en posant l'assiette sur la petite table. « Rien, maman, c'est juste un jeu d'aventure, » répondit-il. J'en parlais à Henri, mais il me dit que j'exagérais, que tous les garçons de cet âge aiment ce genre de jeu. « Tu le protèges trop, Jeannette. Il doit apprendre à devenir un homme. » Parfois, Roger mettait plus de temps que d'habitude pour rentrer de l'école. Il disait être resté à la bibliothèque ou chez un ami. Je l'ai cru, jusqu'au jour où la coordinatrice de l'école téléphona pour prendre des nouvelles. « Madame Gertrude, cela fait 3 jours que votre fils n'est pas venu, » dit-elle. Je pensais qu'il était malade. Lorsqu'il rentra ce jour-là à l'heure habituelle, comme s'il venait de l'école, je le confrontai immédiatement. Il nia d'abord, affirmant que l'école s'était trompée. Quand je lui montrai le mot de la coordinatrice, il changea son histoire. Il était bien allé à l'école, mais des garçons s'en prenaient à lui. Alors, il avait décidé de sécher. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, fils ? J'aurais pu t'aider, parler à la direction. »« Parce que tu ne comprendrais pas, » hurla-t-il d'une voix que je n'avais jamais entendue. « Tu crois que tout le monde est gentil comme toi, que tout le monde veut t'aider ? Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Henri, rentrant du travail à ce moment-là, entendit les cris et accourut pour voir ce qui se passait. Quand j'ai expliqué la situation, il est devenu rouge de colère. C'était la première fois que je voyais mon mari lever la main pour frapper Roger. Je me suis immédiatement interposée. « Non, Henri, frapper ne résout rien, ai-je dit. Ce garçon a besoin de limites, Gertrude.
Tu ne vois pas ce qui se passe? Il nous ment, sèche l'école. Dieu sait ce qu'il fait dehors. Roger a profité de notre dispute et a filé en courant, claquant la porte de la rue derrière lui. Il n'est revenu qu'à l'aube, alors que nous avions déjà contacté la police. Il est entré silencieusement, mais je l'attendais dans le salon, éveillé. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai eu un choc. Ses vêtements étaient couverts de terre, et il avait une égratignure sur le visage. Ses yeux semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, dilatés, sauvages. Où étais-tu? Ai-je demandé en le tenant par les épaules. Nous étions morts d'inquiétude. Il évita mon regard et murmura: j'ai besoin de prendre un bain. Le lendemain, en lavant son linge, je découvris un briquet et un paquet de cigarettes dans sa poche. J'ai pleuré toute la journée en cachette. Qu'est-ce qui arrivait à ce garçon que j'aimais tant? Où avais-je échoué? Pourquoi s'éloignait-il ainsi de nous? Nous sommes passés par une période très difficile. Henri pensait qu'il fallait être plus strict, imposer des punitions et retirer des privilèges. Moi, j'essayais encore de parler, de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Je l'ai même emmené voir une psychologue du centre de santé, mais il n'a pas ouvert la bouche pendant les 3 séances. Votre fils a beaucoup de colère accumulée, Madame Gertrude, m'a dit la docteure après la dernière consultation. Les enfants qui ont vécu l'abandon, comme lui, développent souvent des problèmes d'attachement et de confiance. Il se peut qu'il vous teste pour voir si vous aussi, vous allez l'abandonner, comme sa mère biologique l'a fait. Ces mots avaient du sens. J'ai décidé de faire preuve de plus de patience, de lui montrer que, peu importe ce qu'il ferait, nous étions sa famille maintenant et pour toujours. Henri n'était pas très convaincu par cette approche, mais il a fini par céder. Tu as toujours eu un meilleur feeling avec les garçons, dit-il à sa manière, comme quelqu'un qui n'aime pas avouer qu'il ne sait plus quoi faire. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer des changements dans le corps de Roger. Il avait 13 ans, entrait dans l'adolescence. Sa voix changeait, des boutons apparaissaient sur son visage, et ses bras et jambes grandissaient si vite que ses vêtements devenaient trop petits en un clin d'œil. Avec ces transformations vint aussi un intérêt soudain pour son apparence. Lui qui ne se souciait jamais de ce qu'il portait voulait désormais des vêtements de marque et des baskets hors de prix, à peine à notre portée. Il voulait impressionner une fille. Henri plaisanta un jour en le voyant apparaître dans la cuisine, les cheveux soigneusement coiffés au gel. Son visage est devenu rouge comme une tomate, mais il n'a rien dit. C'est aussi à cette époque que j'ai remarqué les magazines. J'en ai trouvé sous son matelas en changeant les draps. Il y avait des magazines avec des femmes nues, certains particulièrement indécents. Au début, j'ai été choquée, mais j'ai fini par me dire que c'était peut-être normal pour un garçon de son âge. Pourtant, cela me mettait mal à l'aise. Ce n'étaient pas des magazines ordinaires que les adolescents ont l'habitude de feuilleter. C'était plus extrême, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai parlé à Henri, qui haussa les épaules. Laisse-le, Jeannette. Tous les garçons de cet âge ont de la curiosité. Mieux ça que de faire des bêtises dehors. Mais ce n'était pas seulement ça. J'ai commencé à remarquer que Roger me regardait d'une manière qui me rendait mal à l'aise. Au début, j'ai pensé que c'était dans ma tête. J'avais déjà presque 50 ans à l'époque, les cheveux grisonnants, un corps de mère ayant déjà mis au monde 2 enfants. Ce n'était pas possible qu'il y ait quelque chose de bizarre dans son regard. Je me disais que ce n'était que mon imagination, mon inquiétude de vieille. Jusqu'au jour où je suis entrée dans la salle de bain sans frapper. La porte n'était pas complètement fermée et je l'ai trouvé tenant une photo de moi. Une vieille photo, prise quand j'étais plus jeune, celle qui était dans un cadre au salon. Il a eu si peur qu'il a laissé tomber la photo par terre. Le verre du cadre s'est brisé. « Qu'est-ce que tu fais, Roger ?» ai-je demandé, confuse. « Rien, j'ai juste trouvé la photo jolie », a-t-il répondu en sortant, courant et me bousculant au passage. Je suis restée là, debout, ressentant un froid dans les entrailles que je n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas normal. Il se passait quelque chose de mauvais, mais je n'arrivais pas à admettre ce que cela pouvait être. Quand Roger a eu 14 ans, les choses ont empiré. Il ne restait pratiquement plus à la maison. Il sortait tôt, disait qu'il allait à l'école, mais n'y allait presque jamais. Il rentrait tard, parfois avec l'odeur de la cigarette, parfois le regard vide, perdu. Henri et moi nous disputions presque chaque soir à cause de cela. Mon mari voulait des règles plus strictes. Il envisageait même de le renvoyer à l'orphelinat. Je me désespérais rien qu'à y penser. C'est notre fils maintenant, Henri. On ne renvoie pas un fil comme si c'était un achat raté. Mais tu ne vois pas qu'il se perd, qu'il ne nous respecte pas,
qu'il ne respecte pas les règles, répondait-il. Au fond, je savais qu'il avait raison, mais mon cœur de mère refusait de l'admettre. J'avais promis à ce garçon que je ne l'abandonnerais jamais, qu'il serait mon fils pour toujours. Comment faire marche arrière maintenant? C'est alors que les vols d'argent ont commencé. Au début, c'était peu. 50 € du portefeuille d'Henri, qu'il a cru avoir dépensé et oublié. Puis, ce fut l'argent de mon enveloppe de course. Quand celui de la retraite de ma belle-sœur, que je mettais de côté pour elle chaque mois, a disparu du tiroir de la commode, il n'y avait plus moyen de nier. Je l'ai confronté un après-midi, alors qu'il rentrait à la maison. Nous étions déjà en 1994. Il avait 14 ans et ce garçon maigrichon et timide s'était transformé en un jeune homme grand, fort, avec un regard alternant entre vide et provocateur. « Tu as pris l'argent de tante Claire ?» ai-je demandé, sans détour. « Quel argent ?» répondit-il en jetant son sac sur le canapé et en allant vers le frigo. « Tu sais très bien quel argent. 400 €, dans mon tiroir, la retraite de tante Claire que je garde pour elle. » Il se tourna vers moi avec une canette à la main, et pour la première fois, je vis un sourire qui me glaça. Un sourire froid, moqueur. « Et si je l'ai pris, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je restai figé quelques secondes. Ce n'était plus mon fils que j'avais élevé avec tant d'amour pendant 6 ans. C'était un étranger utilisant le corps de mon enfant. « Pourquoi tu fais ça, fils ? Si tu avais besoin d'argent, il suffisait de demander. »« Je ne suis pas ton fils, » coupa-t-il d'une voix si glaciale qu'elle semblait celle d'un adulte. « Je ne l'ai jamais été. C'est toi qui as inventé toute cette histoire dans ta tête. » Ces mots étaient comme un coup de poignard en plein cœur. Mes jambes fléchirent. Je dus m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Les larmes coulèrent sans que je puisse les retenir. « Ne dis pas ça, Roger. Je t'aime comme un fils. Depuis le premier jour. » Il rit. Un rire étrange, si différent de lui. « L'amour n'existe pas, petite maman. Les gens ne veulent que s'utiliser les uns les autres. Comme toi et Henri. Vous m'avez utilisé pour jouer aux bons samaritains, les sauveurs du petit orphelin. » Il passa à côté de moi et se réfugia dans sa chambre. Je restai là, détruite par ses paroles. Qu'était-il devenu? Que avais-je fait de mal? Où était passé ce garçon doux, capable de tendresse et de gratitude? Ce jour-là, je pleurais comme jamais auparavant. Henri m'a trouvé dans cet état en rentrant du travail. Rien qu'en me voyant, il comprit que quelque chose de grave s'était produit. Après que je lui eus tout raconté, il resta silencieux longtemps, fumant cigarette après cigarette sur la véranda. Quand il parla enfin, sa voix était fatiguée. « Il a besoin d'aide professionnelle, Jeannette. Le genre d'aide que nous ne pouvons pas donner. Peut-être vaudrait-il mieux envisager une institution spécialisée. »« Non, » criai-je, désespéré. « Nous ne l'abandonnerons pas. Il est juste confus, perdu. C'est l'adolescence, ça passera. » Henri secoua la tête, avec ce regard de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne veut dire. Mon mari a toujours été un homme de peu de mots, mais attentif aux détails. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, Gertrude, me dit-il un soir. Quelque chose qui dépasse l'adolescence, l'abandon. Il y a quelque chose de brisé à l'intérieur de ce garçon, quelque chose que même tout notre amour pourrait ne pas réparer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repensais à toutes ces années, aux signes que j'avais ignorés. Les changements de comportement, les regards étranges, les mensonges de plus en plus gros. Avait-il raison? Y avait-il vraiment chez Roger quelque chose au-delà de ce que nous pouvions comprendre ou aider? Je ne le savais pas encore, mais en quelques semaines, j'aurais la réponse de la pire manière possible. Une réponse qui viendrait au cœur de la nuit, bouleverserait tout et briserait notre famille d'une façon irréparable. Vous savez, ma fille, il y a un vieux dicton, on ne connaît vraiment quelqu'un que quand on partage le même toit. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Roger. Plus il passait de temps dans notre maison, plus je sentais la présence d'un étranger parmi nous, pas mon fils. À l'hiver 1994, les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Roger avait déjà 15 ans, un corps d'homme, une voix grave. Mais sa tête semblait appartenir à quelqu'un que je ne connaissais pas. Certains jours, il revenait à la maison comme le garçon affectueux que j'avais connu à l'orphelinat. Il demandait ma bénédiction, aidait Henri à réparer quelque chose dans la cour, faisait ses devoirs. Ces moments remplissaient mon cœur d'espoir. Je pensais que tout allait s'améliorer, que ce n'était qu'une phase difficile. Mais il y avait d'autres jours. Mon Dieu, comment dire? C'était comme si une autre personne habitait son corps.
Il rentrait avec les yeux rouges, la démarche différente, le visage fermé, et s'enfermait dans sa chambre pendant des heures. Si Henri ou moi essayions de parler, il explosait de colère, claquait les portes, cassait des objets. Une fois, il lança une assiette contre le mur simplement parce que j'avais demandé qu'il baisse le volume de sa musique. « Qu'est-ce qui t'arrive, fils ?» demandai-je en pleurant, en ramassant les morceaux de verre et la nourriture éparpillée. « Rien que tu comprendrais, » répondit-il, avec ce regard vide qui me glaçait le sang. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer les marques sur ses bras. Au début, j'ai pensé à des bagarres dans la rue. Dieu sait qu'il se mêlait souvent aux embrouilles du quartier. Mais un jour, en entrant dans sa chambre sans frapper pour déposer du linge propre, je l'ai vu en train de s'injecter quelque chose dans le bras. Je suis restée paralysée à la porte. La pile de t-shirts m'a échappé des mains. Roger s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés d'abord par la peur, puis par la colère. « Sors d'ici !» a-t-il crié en bondissant du lit. J'ai couru dans sa chambre, fermé la porte à clé et téléphoné à Henri au travail. Mon mari est arrivé dans l'heure, laissant tout tomber. Quand il est entré, Roger avait déjà disparu avec son sac. Nous sommes restés dans la cuisine, silencieux, incapables de décider quoi faire. « Il faut qu'on l'interne, Jeannette, » dit Henri, la main sur le visage, épuisé. Ça a dépassé les limites. Le garçon se drogue dans notre maison. J'ai tenté de défendre, de trouver une excuse, un médicament, une injection de vitamines, n'importe quoi d'innocent. Mais au fond, je savais déjà. Mon fils adoptif, ce garçon que j'avais aimé et protégé, était devenu un drogué. 2 jours plus tard, il est rentré. Il ressemblait à un zombie, maigre, les yeux cernés, tremblant malgré la chaleur de l'été. Henri l'a attrapé par les bras, l'a fait asseoir à la table de la cuisine. Pour la première fois, j'ai vu mon mari pleurer. « Regarde ce que tu te fais à toi-même, fils. Regarde ce que tu fais à ta mère. » Il a parlé de ses nuits blanches à m'attendre, de son anxiété, de son désespoir. Un instant, une ombre de culpabilité a traversé le regard de Roger. Mais cela a vite disparu. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-il. « Personne ne comprend. » J'ai supplié, tenant ses mains froides, marquées, les ongles sales. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis quand ? Pourquoi ?» Il a baissé les yeux, puis a murmuré. « Vous croyez savoir qui je suis, mais vous ne savez pas. Personne ne sait. » Henri a insisté, « On est ta famille, on veut t'aider. Parle-nous. » Roger a levé les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang, un mélange de colère et de plaisir à nous voir souffrir. « Famille !» Il a ri, ce rire froid devenu si familier. « Ici, ce n'est pas une famille, c'est juste un arrangement pratique. Vous vouliez un fils pour remplacer ceux qui sont partis. Et moi ? J'avais besoin d'un toit. » Ces paroles étaient des coups de poignard. Je savais que ce n'était pas vrai. Nous l'aimions comme notre fils. Mais entendre ça, ça faisait mal. « Ce n'est pas vrai !» Henri répondit d'une voix ferme. « Tu es notre fils. Et c'est pour ça que nous allons chercher de l'aide pour toi. Demain, je t'emmène dans un centre pour dépendants. Je n'irai nulle part, » hurla-t-il en renversant une chaise. « Vous ne commandez pas sur moi. Vous n'êtes pas mes vrais parents. » Il claqua la porte avec une telle force que le portrait du mur est tombé. Henri a couru après lui, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité. Cette nuit-là, nous avons pris une décision, quand il reviendrait, il serait interné, même contre sa volonté. Mais il ne rentra pas. Ni le lendemain, ni les jours suivants. Une semaine entière s'écoula sans nouvelles de Roger. Nous avons cherché partout, hôpitaux, commissariats, maisons d'amis, personne. Même les garçons qui vivaient sous le pont de la rivière l'avaient aperçu, mais cela faisait des jours qu'il avait disparu. C'était un des pires moments de ma vie. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Où avais-je échoué ? Que aurais-je pu faire différemment ? Pourquoi n'avais-je pas vu les signaux plus tôt ? Chaque nuit sans nouvelles était un tourment, m'imaginant mon fils dans la rue, affamé, frigorifié, s'injectant ces drogues qui le détruisaient de l'intérieur. « Ce n'est pas ta faute, Jeannette. » Henri essayait de me consoler, mais je voyais la même douleur dans ses yeux. Nous avions fait de notre mieux. Presque 2 semaines plus tard, à l'heure du dîner, des coups frappèrent à la porte. Henri ouvrit. C'était Roger, mais pas le même qui était parti. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en ces 14 jours, encore plus maigre, les vêtements sales et déchirés, une vilaine coupure aux sourcils. Mais le pire, c'était ses yeux, vitreux, perdus. « Fils !» criai-je en courant vers lui.
Il tenait à peine debout. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais il ne répondit pas. Il s'effondra dans mes bras, lourd comme du plomb. Henri l'aida à l'installer à l'intérieur. Nous le couchâmes sur le canapé. Il brûlait de fièvre, tremblait de tout son corps. J'ai voulu appeler l'ambulance, mais Henri secoua la tête. S'ils découvrent qu'il se drogue, ils appelleront la police. Ça ne ferait qu'empirer la situation. On va s'occuper de lui ici. J'ai passé la nuit à son chevet, changeant les compresses froides sur son front, lui donnant à boire, le tenant pendant qu'il vomissait tout ce qu'il essayait d'avaler. Au milieu de la nuit, au plus fort de la fièvre, il a commencé à délirer. Il appelait sa mère biologique, criait pour qu'on arrête de le frapper, pleurait comme un petit enfant. C'est là, en écoutant ses délires, que j'ai commencé à assembler les pièces de son passé. Les traumatismes enfouis si profondément qu'aucun amour ne pourrait les guérir à eux seuls. Il murmurait des noms qu'il n'avait jamais mentionnés, racontait des choses qu'il avait vues, qu'il avait subies. Mon cœur de mère se serrait à chaque révélation. Combien de souffrances ce garçon si jeune avait-il déjà porté? Le matin, la fièvre avait légèrement cédé. Il s'éveilla, regarda autour de lui, confus, puis me vit assise sur la chaise à côté. « Maman !» Il a appelé d'une voix qui ressemblait de nouveau à celle du petit garçon de 9 ans arrivé avec son petit sac à dos. « Je suis là, fils », ai-je répondu en serrant sa main. « Je ne vais pas partir, je suis là pour toi. » Pendant un instant, j'ai vu une larme couler sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, c'était vraiment le Roger que je connaissais, pas cet étranger qui semblait avoir pris possession de son corps. « Pardonne-moi », chuchota Théil. « Je ne voulais pas vous faire de mal. »« Je sais, fils, je sais. Maintenant, on va t'aider. Tout ira bien. » Mais, ma fille, comme j'étais trompée, les choses n'ont jamais vraiment été rétablies. Ce moment de lucidité, de repentir, n'était qu'une pause avant la tempête qui allait déferler sur nos vies. Une tempête qui allait tout changer, pour toujours. Les jours qui ont suivi ont été un calvaire. Le sevrage à la maison était horrible à voir. Roger transpirait à grosses gouttes, tremblait, vomissait, et même eut des convulsions. Henri voulait l'emmener à l'hôpital, mais j'avais peur qu'il le mette dans un endroit pire que notre maison, ou qu'on l'envoie dans une institution gouvernementale. Alors, nous avons tenu bon. Henri et moi nous relayions sans relâche, pour ne pas le laisser seul une minute. Petit à petit, son corps s'est redressé. La couleur est revenue sur ses joues, son appétit est revenu, les tremblements ont diminué, et avec eux, un changement dans son comportement. Il semblait redevenu le Roger d'avant, poli, affectueux, reconnaissant. Il demandait pardon pour ses actes, remerciait pour les soins, promettait de changer, de ne plus toucher à la drogue, de ne plus nous voler. Et nous, bêtes que nous étions, nous avons cru à ses promesses. Henri avait même pris une semaine de congé pour rester à ses côtés, s'assurer qu'il ne sorte pas seul, qu'il ne reprenne pas le même chemin dangereux. Mais la vie, ma fille, ne s'arrête pas parce qu'on a des problèmes. Les factures arrivaient, la nourriture devait être achetée, le loyer payé. Les premières semaines d'octobre semblaient prometteuses. Roger retournait à l'école, rentrait à l'heure, faisait ses devoirs. Il aidait même à la maison, tondait la pelouse du voisin pour gagner un peu d'argent, lavait la vaisselle sans qu'on ait besoin de lui demander. On parlait déjà de l'inscrire à un cours technique l'année suivante, lui donner un métier, un futur. Un soir, nous dînions tous les trois, comme avant, comme il y a longtemps. Roger m'a regardé, ses grands yeux clairs, débarrassés de toute trace de drogue, et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, la dame veut savoir pourquoi j'ai commencé à me droguer. » Henri et moi sommes devenus tendus. C'était un sujet que nous avions toujours évité, de peur de réveiller cet autre Roger, celui qui nous faisait si peur. « Seulement si tu veux en parler, fils. » ai-je dit, doucement. « Oui, je crois que vous méritez de savoir. » Il a respiré profondément et a commencé à parler. « C'est à cause de ma vraie mère, pas celle qui est morte d'overdose quand j'étais petit. C'était un mensonge qu'ils ont inventé à l'orphelinat. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 4 ans, m'a laissé à la porte d'une église avec un petit mot, je n'ai jamais su pourquoi. Mon cœur s'est serré. Tant d'années, et je n'avais jamais réussi à le faire parler de son passé. Après, je suis allée de famille en famille, d'orphelinat en orphelinat. Dans l'un d'eux, il y avait un employé. Il faisait des choses aux enfants, des choses mauvaises. Henri a baissé sa fourchette, le visage rouge de colère. Une nausée m'a monté à la gorge. C'est pour ça que,
quand vous m'avez adopté, je n'arrivais pas à faire confiance, je ne croyais pas que quelqu'un voudrait rester avec moi, s'occuper de moi sans rien vouloir en échange. » Une larme a coulé sur sa joue, qu'il a essuyée du dos de la main. Alors, à l'école, j'ai rencontré des garçons plus âgés. Ils m'ont donné ces choses à prendre. Ils disaient que ça ferait passer la douleur. Et pour un moment, ça a marché. Quand j'étais droguée, je ne me souvenais de rien, je ne sentais rien. Je me suis levée, je l'ai entouré de mes bras, serrant ce garçon brisé contre moi. Henri a posé sa main sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, il semblait que nous avions franchi une barrière. Nous étions arrivés jusqu'au vrai Roger, ce garçon blessé, qui avait désespérément besoin d'amour mais ne savait pas comment le recevoir. « Tout va bien aller maintenant, fils. » ai-je murmuré, en embrassant le dessus de sa tête. « On va t'aider à surmonter ça ensemble, comme une vraie famille. » Cette nuit-là, je me suis couchée à côté d'Henri, le cœur plein d'espoir. Enfin, nous avions compris ce qui arrivait à notre fils. Enfin, nous pouvions vraiment l'aider. « Je crois que maintenant, les choses vont s'améliorer, » ai-je murmuré en éteignant la lumière. Henri est resté silencieux un long moment, puis a soupiré. « J'espère bien, Jeannette, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose dans son regard qui m'inquiète encore. » C'est le traumatisme, Henri. Le garçon a vécu des horreurs qu'on ne peut même pas imaginer. Ça va prendre du temps, mais il va aller mieux, tu verras. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et me suis endormie, sentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je ne savais pas que ce serait la dernière nuit de paix que nous aurions dans cette maison. Moins d'une semaine plus tard, quelque chose allait arriver sous notre toit que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars. C'était fin octobre, un jeudi étouffant, annonçant un orage. La journée s'était déroulée normalement, Roger était allé à l'école le matin et rentré à l'heure pour dîner avec nous. Riz, haricots et poulet mijotés, rien d'inhabituel. Il était silencieux, perdu dans ses pensées, mais après nos récentes confidences, ce n'était plus surprenant. Henri annonça qu'il devrait partir plus tôt le lendemain pour une livraison importante. Roger le regarda d'une façon étrange, mais je n'y prêtai pas attention. Après le dîner, il partit dans sa chambre étudier. Henri resta dans le salon devant la télévision, et moi, je pris un bain, accomplissant notre routine habituelle. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Vers 22h, Henri vint se coucher. Fatigué, il s'endormit presque immédiatement. Moi, je restai éveillé un moment, récitant mon chapelet, remerciant que tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Je me suis endormi avec le bruit de la pluie et du tonnerre, ces orages qui font se recroqueviller sous les couvertures, reconnaissant d'avoir un toit. Je ne sais pas exactement quelle heure il était quand je me réveillai, peut-être 3 ou 4 heures du matin. L'air était lourd, humide, et une sensation étrange me parcourut la nuque, quelqu'un me regardait. Au début, je crus à un cauchemar dont je ne me souvenais pas. Puis, dans la pénombre, je vis une ombre bouger dans la chambre. La peur m'a envahi, je me suis dit qu'un voleur avait dû passer par la fenêtre. Je m'apprêtais à appeler Henri quand une silhouette s'est rapprochée du lit. Mon cœur a failli s'arrêter en voyant que c'était Roger. Il se tenait là, immobile à côté de moi, et ses yeux me fixaient d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce regard n'était plus celui de mon fils. C'était l'étrange intensité d'un inconnu, froid et vide. « Roger » ai-je murmuré, perdue et hésitante. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ? Tu ne te sens pas bien ?» Il est resté silencieux, me dévisageant, et un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Alors j'ai remarqué qu'il n'avait qu'un simple caleçon, sans chemise. À mesure que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, une vision m'a coupé le souffle. Il était excité d'une façon qu'aucune mère ne devrait jamais voir chez son enfant. « Que fais-tu » ai-je demandé, ma voix tremblante de peur. J'ai voulu me redresser et reculer, mais il a plaqué sa main sur ma bouche, me réduisant au silence. « Chut » a-t-il soufflé en s'approchant davantage. « Ne réveille pas Henri, je ne veux pas qu'il lui fasse de mal. » La terreur qui m'a envahi à cet instant défie les mots. C'était mon fils, le garçon que j'avais élevé avec tant de soin, que j'avais juré de protéger. Et là, il se tenait au-dessus de moi comme une bête prête à attaquer sa propre mère. J'ai tenté de me débattre, de le repousser, mais Roger était incroyablement fort, bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. D'un mouvement, il s'est hissé sur le lit et s'est installé au-dessus de moi. Son poids m'écrasait, sa main couvrant ma bouche avec une force telle que je peinais à respirer. J'ai entendu ces mots chuchoter à mon oreille, et un frisson de dégoût m'a traversé. Depuis le premier jour où je suis entrée dans cette maison,
cette dame n'avait jamais remarqué la façon dont je l'observais, ni comment je suivais ses gestes. Des larmes coulaient sur mes joues alors que je tentais désespérément de réveiller Henri, de l'autre côté du lit. Mais mon mari dormait profondément, comme il l'avait toujours fait, et rien ne semblait pouvoir le tirer de son sommeil. Dans mes yeux effarés, j'ai supplié Roger de cesser, de redevenir le garçon que je connaissais et que j'aimais. Un instant, un éclair de confusion a traversé ses yeux, comme s'il revenait à lui. Mais aussitôt, ce regard vide et glacé a repris le dessus et il a commencé à tirer sur le drap qui me couvrait. C'est alors qu'Henri s'est enfin réveillé, peut-être troublé par le mouvement sur le lit, ou guidé par ce sixième sens que seuls les pères possèdent. Je ne sais pas exactement. Je sais seulement que j'ai entendu Henri crier, sa voix d'abord confuse, puis emplie d'une horreur que je n'avais jamais entendue. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il hurlé en s'asseyant d'un bond sur le lit. Roger a tourné la tête, effrayé, mais il ne s'est pas détaché de moi. C'était comme si quelque chose en lui avait définitivement rompu, ce dernier fil d'humanité s'étant brisé. « Descends d'elle » a hurlé Henri en se jetant sur Roger avec une force que je ne croyais plus possible pour un homme de 50 ans. Les deux sont tombés au sol dans un fracas sourd, renversant la lampe de la table de chevet. J'ai entendu des cris, des bruits de lutte, des objets se briser. Mes mains tremblantes ont allumé la lumière de la chambre et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Henri et Roger roulaient sur le sol, mon mari tentant désespérément de maîtriser notre fils qui se débattait comme un animal sauvage. « Appelle la police » a crié Henri en essayant de tenir les bras de Roger. « Vite, Gertrude, appelle la police » a-t-il ajouté. Mais j'étais figée, paralysée, incapable de croire ce qui se déroulait sous mes yeux. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment le garçon que j'avais promis d'aimer et de protéger s'était-il transformé en ce monstre ? D'un mouvement brusque, Roger s'est libéré d'Henri. J'ai vu mon fils saisir quelque chose sur le sol, la lampe brisée, et avant que je puisse crier, il a frappé Henri à la tête de toutes ses forces. Mon mari est tombé en arrière, un filet de sang coulant sur son front. Il n'était pas inconscient, mais trop étourdi pour réagir. Roger s'est redressé, me regardant en souriant d'une façon qui n'avait rien d'humain. « Tu vois ce que tu as provoqué » a-t-il dit en pointant Henri au sol. « Si tu étais resté tranquille, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. » Cette voix n'était pas celle de mon rogue. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait pris le contrôle de lui. À cet instant, un instinct primal, que je ne soupçonnais même pas, s'est éveillé en moi. J'ai bondi hors du lit. Je me suis précipitée le long du lit, contournant Roger, et j'ai réussi à me glisser dans le couloir. Au secours! J'ai hurlé en courant vers la porte d'entrée. Quelqu'un? Aidez-moi! Roger m'a suivi, mais il a heurté les meubles dans le salon plongé dans l'obscurité et a trébuché. J'ai continué, les mains tremblantes, jusqu'à la porte. Je l'ai ouverte et me suis retrouvée dans la rue, encore en chemise de nuit. La pluie récente avait rendu l'air humide et froid, mais je ne ressentais rien de cela. Je courais, comme jamais auparavant, criant à l'aide à plein poumon. Monsieur Armand, notre voisin d'en face, est sorti le premier. Puis Madame Louise de la maison voisine. Rapidement, une demi-douzaine de voisins se sont rassemblés, perplexes et inquiets face à cette femme en chemise de nuit qui criait en pleine nuit. Mon fils, mon mari, quelqu'un, appelez la police. Monsieur Armand et son fils aîné, un gaillard imposant travaillant comme agent de sécurité, ont foncé vers notre maison. Roger avait disparu, il avait franchi le mur du fond. On l'a découvert plus tard. Henri était assis sur le canapé du salon, tenant un linge contre la coupure sur son front. Il était pâle et tremblant. La police est arrivée près d'une demi-heure plus tard. Dans notre petite ville, il fallait toujours un certain temps pour intervenir. Le commissaire Oswaldo connaissait notre famille depuis des années. Il avait du mal à croire ce que nous racontions. « Vous êtes sûre, Madame Gertrude ? Roger, ce garçon si calme et silencieux ? Comment expliquer à quelqu'un que le fils que j'avais élevé pendant 6 ans avait tenté ça ? Je n'arrivais même pas à prononcer le mot. Comment admettre que ce garçon, perçu comme timide et poli par tous, cachait une facette que nous, qui vivions sous le même toit, n'avions jamais entièrement découverte ? Ils ont fouillé toute la ville, mais Roger avait disparu. Henri a été conduit au petit hôpital de Châteauroux. On lui a fait quelques points de suture au front et prescrit du repos pour nous deux. Le matin, en revenant à la maison, on aurait dit qu'un ouragan était passé. Meubles brisés, verres éparpillés au sol, taches de sang sur le tapis de la chambre. Mais le plus terrible n'était pas le chaos matériel.
C'était ce sentiment sourd qu'une part de nous avait été irrémédiablement brisée. Notre famille, notre confiance, notre sentiment de sécurité, tout semblait brisé. Pendant plusieurs nuits, je n'ai presque pas fermé l'œil. Chaque craquement, chaque bruit dans l'obscurité me faisait sursauter, la peur que ce soit lui revenait sans cesse. Henri, toujours si fort et rassurant, était lui aussi anéanti. Ce n'était pas seulement sa blessure physique, c'était la blessure profonde de l'âme, le poids de sentir que nous avions échoué comme parents, que nous n'avions pas su percevoir le mal grandir sous notre propre toit. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles, jusqu'au moment où le téléphone a enfin sonné un après-midi. C'était le commissaire Oswaldo. Madame Gertrude, nous avons retrouvé Roger. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pendant un instant, cet instinct maternel, tenace et indestructible, a repris le dessus. Et je ne pouvais penser qu'à une seule chose, allait-il bien? Était-il blessé? Où était-il? Comment? Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, puis la voix grave du commissaire. Il est vivant, mais il ne va pas bien, Madame Gertrude. Nous l'avons trouvé dans une maison abandonnée près de la gare. Il avait consommé beaucoup de drogue. Il semble qu'il est tenté de se suicider. Le monde a semblé s'arrêter un instant. Malgré tout ce qui était arrivé, c'était mon fils, le garçon que j'avais promis de protéger à jamais. On l'a emmené à l'hôpital d'abord, puis il sera transféré à l'hôpital psychiatrique de Tours. Les médecins estiment qu'il présente de sérieux troubles mentaux en plus de sa dépendance. Je ne sais pas comment j'ai raccroché ce téléphone, ni comment j'ai réussi à expliquer à Henri ce qui s'était passé. Cet après-midi-là, nous sommes allés voir Roger à l'hôpital. Il était menotté au lit, sous sédatif, les yeux mi-clos. Il ne semblait pas nous reconnaître, ou peut-être faisait-il semblant. Je me souviens avoir pris sa main, froide et vide, et pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus une larme. « Pourquoi, mon fils ?» je murmurai, sachant que je n'aurais pas de réponse. Le lendemain, il a été transféré à l'hôpital psychiatrique. Nous avons pu lui rendre visite une semaine plus tard. C'était un lieu triste, aux murs blancs écaillés, peuplé de visages perdus qui erraient dans les couloirs. Un médecin nous a reçus avant la visite. Un homme jeune, avec de profondes cernes et des cheveux déjà clairsemés. « Votre fils présente un tableau très complexe », a commencé le médecin en feuilletant un dossier. Schizophrénie, trouble de la personnalité antisociale et dépendance aux substances. Il est probable que certains de ces problèmes étaient déjà présents quand vous l'avez adopté, mais ils se sont progressivement manifestés et amplifiés par la consommation de drogue. Je suis restée silencieuse, tentant d'absorber ces mots lourds, cherchant à comprendre comment notre fils avait pu se transformer ainsi, devenir un étranger sous nos yeux. Il se souvient de ce qu'il a fait, a demandé Henri d'une voix ferme. Le médecin a ajusté ses lunettes. Oui et non. Il alterne des périodes de lucidité où il semble regretter sincèrement, et d'autres moments où il nie tout ou affirme que vous le méritiez. Sa pensée est fragmentée, il ne peut maintenir une ligne cohérente. Lorsque nous sommes finalement entrés dans la chambre de Roger, j'ai eu du mal à reconnaître mon fils. Il avait perdu beaucoup de poids, son visage était creusé. Des cernes profondes soulignaient ses yeux, et ses cheveux étaient coupés très courts. Il était assis sur le lit, le regard fixé sur la fenêtre grillagée. « Fils » ai-je murmuré avec prudence. Il a tourné lentement la tête. Pour un instant, j'ai cru voir briller l'étincelle de l'ancien Roger dans ses yeux, ce garçon timide et effrayé qui avait franchi notre seuil 6 ans plus tôt. Mais très vite, ce regard vide et distant a repris le dessus. « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» demanda-t-il d'une voix monotone, sans émotion. « Nous sommes venus voir comment tu vas », répondit Henri en gardant ses distances. J'ai senti que mon mari ne pouvait plus regarder Roger de la même façon. Quelque chose entre eux s'était brisé irrémédiablement. Roger a lâché un rire sec, sans humour. « Maintenant, c'est trop tard pour s'inquiéter. Vous ne trouvez pas ? Il n'est jamais trop tard, fils, ai-je dit, tentant d'atteindre la part de lui qui pouvait être encore intacte. Tu es malade, mais tu vas t'en sortir. Et quand j'irai mieux, m'interrompit-il, la voix s'élevant légèrement. Quand j'irai mieux, quoi ? Je rentrerai à la maison. Nous serons une famille heureuse à nouveau, après tout ce que j'ai fait. Je n'avais aucune réponse à cela. Au fond, je savais que c'était vrai. Rien ne redeviendrait jamais comme avant. Même si un jour il s'améliorait, même si nous pouvions pardonner, les cicatrices resteraient à jamais. Ce fut la dernière fois que nous avons vu Roger. Quelques semaines plus tard, il a été transféré dans un hôpital sécurisé à Paris.
un établissement pour personnes atteintes de troubles mentaux et ayant commis des actes graves. Le juge a statué qu'il y resterait pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il guérisse, si cela arrivait un jour. Henri et moi sommes rentrés chez nous, dans une maison qui semblait soudain vide, silencieuse, dépourvue de sens. Notre maison, autrefois pleine de promesses et de chaleur, semblait désormais hantée par chaque souvenir. Chaque recoin, chaque meuble, chaque photo accrochée au mur racontait une histoire différente, mais toutes se terminaient par la même douleur sourde et implacable. Nous avons essayé de poursuivre notre vie, mais rien n'a jamais été comme avant. Henri, mon mari, autrefois solide et impassible, avait commencé à boire davantage que d'ordinaire. La nuit, je l'entendais déambuler dans la maison, vérifier les serrures, regarder sous les lits comme s'il cherchait encore des monstres cachés. Pour ma part, les cauchemars me tenaient éveillée. Je me réveillais en criant, en sueur, le cœur battant, et toujours la même question me tourmentait. Comment avions-nous pu ne rien voir? Comment avions-nous manqué tous ces signes qui hurlaient que quelque chose de terrible se tramait sous notre toit? Avions-nous été tellement aveuglés par notre désir de sauver ce garçon que nous avons refusé de voir la réalité? Aujourd'hui, assise sur cette vieille véranda, regardant l'Indre s'écouler paisiblement comme si rien ne s'était passé, je parviens à contempler le passé avec un peu plus de lucidité. Plus de 30 années se sont écoulées depuis cette nuit fatidique. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, comme on dit, mais il apprend à vivre avec les cicatrices. Henri est décédé en 2003, emporté par un infarctus. Il n'a jamais retrouvé sa paix après cette nuit. Il a porté jusqu'au bout une culpabilité qui ne lui appartenait pas. J'aurais dû m'en rendre compte, Jeannette, disait-il parfois après quelques verres. J'aurais dû te protéger. Nos enfants biologiques, Paul et Marguerite, ont tenté de nous soutenir à distance, mais ils avaient leur propre vie, leur propre responsabilité. Je crois qu'Henri ressentait aussi une part de culpabilité pour ne pas avoir été là, laissant ses parents âgés seuls face à ce garçon en détresse. Quant à Roger, je recevais de ses nouvelles par l'intermédiaire du service social. Je savais qu'il restait interné après toutes ces années. Il connaissait des périodes meilleures et d'autres beaucoup plus sombres. En 2008, il avait même été évalué pour une possible libération, mais une rechute violente l'avait renvoyé en traitement intensif. La dernière lettre que j'ai reçue à son sujet, il y a environ 2 ans, disait qu'il était stable. Il prenait ses médicaments, participait aux séances de thérapie, mais il ne retrouverait jamais une liberté totale, ni vis-à-vis de l'institution, ni face aux démons qu'il portait en lui. Je n'ai plus remis les pieds pour lui rendre visite, même après la mort d'Henri, même aux anniversaires et dates importantes. Certains pourraient me juger, penser que j'ai abandonné mon fils au moment où il avait le plus besoin de moi. Mais la vérité est que je n'arrivais pas à le regarder, sans revivre cette nuit, sans sentir cette peur me serrer la poitrine à nouveau. Pourtant, ma fille, malgré tout, une douleur me serre encore le cœur quand je pense à lui. Pas à ce monstre qu'il est devenu, mais à ce garçon de 9 ans, aux grands yeux effrayés, avec son petit sac à dos contenant tout ce qu'il possédait dans le monde. Au garçon qui, pendant un court instant, avait été vraiment mon fils. Avec le temps, j'ai appris quelque chose que je veux partager avec vous. Peut-être que cela aidera quelques mères, quelques pères, confrontés à une situation similaire. Que Dieu protège ceux qui ne connaissent pas l'extrême de notre malheur. Premièrement, j'ai compris que l'amour ne suffisait pas toujours. On grandit en entendant que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes, surmonter n'importe quel obstacle. Ce n'est pas vrai. Certaines blessures sont trop profondes. Certains problèmes exigent l'aide de professionnels, des traitements médicaux, un accompagnement sérieux. Aimer est essentiel, fondamental même, mais ce n'est jamais suffisant. Deuxièmement, j'ai appris à lire les signes. Aujourd'hui, quand je vois un jeune montrer des comportements proches de ceux de Roger, un frisson me parcourt l'échine. Les regards vides, les sautes d'humeur brutales, la cruauté envers les animaux ou les personnes plus faibles, les mensonges qui grandissent, l'isolement progressif, ce sont des avertissements que la vie nous envoie et qu'il ne faut jamais ignorer. Troisièmement, j'ai compris qu'on ne doit jamais mépriser son instinct. Cette petite voix intérieure qui crie que quelque chose ne va pas, n'existe jamais sans raison. Combien de fois ai-je senti quelque chose d'étrange dans le regard de Roger, dans la manière dont il me suivait dans la maison, dans ses gestes pour prendre mes affaires en cachette, et pourtant j'ai détourné le regard, parce que je ne voulais pas y croire, parce qu'il était plus facile de faire semblant que tout allait bien. Quatrièmement, j'ai compris que certaines personnes naissent déjà avec une fragilité intérieure. Ce n'est pas la faute des parents, ni de l'entourage.
C'est quelque chose qui fait partie de leur constitution même. Bien sûr, l'abandon, les mauvais traitements, les traumatismes aggravent la situation, comme ce fut le cas pour Roger. Mais certaines âmes portent dès le départ une obscurité que même tout l'amour du monde ne peut éclairer. Ensuite, j'ai réalisé que pardonner ne veut pas dire oublier ni recommencer à faire confiance. J'ai pardonné à Roger dans le sens où je ne portais plus de haine contre lui, où je comprenais qu'il était malade et qu'il n'avait pas le contrôle total de ses actes. Mais cela ne signifiait pas que je pouvais lui faire confiance à nouveau, ni mettre d'autres personnes en danger à cause d'un sentiment de culpabilité ou d'un devoir maternel. Dans les années qui ont suivi cette nuit, j'ai rencontré d'autres familles confrontées à des situations similaires. Pas exactement identiques, mais avec des enfants aux troubles mentaux graves, parfois devenus violents et dangereux. C'est plus courant qu'on ne le pense, mais peu de gens en parlent. Il semble exister un silence collectif, comme si reconnaître qu'un enfant pouvait représenter une menace était le plus grand échec qu'une mère puisse connaître. À Chorou, nous avons même créé un groupe de soutien. Nous nous réunissons une fois par mois à l'église. Nous partageons nos histoires, nos douleurs, nos petites victoires. Savoir qu'on n'est pas seul, que d'autres mères portent le même fardeau, cela aide énormément. Aujourd'hui, à 76 ans, je regarde en arrière et je vois une vie marquée par cette tragédie, mais pas entièrement définie par elle. J'ai connu aussi des instants de bonheur. Le mariage de Paul, la naissance de mes petits-enfants, les visites de Marguerite quand elle peut venir de Paris. La vie continue, même quand avancer semble impossible. Si vous traversez une situation similaire, si vous avez un enfant aux troubles mentaux qui devient dangereux, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Ne tardez pas comme je l'ai fait, ne laissez pas l'amour vous aveugler face aux dangers réels. Et souvenez-vous, reconnaître que votre enfant a besoin d'aide n'en fait pas une mauvaise mère. Ma fille, si cette histoire vous a touché, même dans sa tristesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère. Cliquez sur le petit bouton sous la vidéo, et si vous voulez partager d'où vous nous écoutez, écrivez dans les commentaires. J'ai toujours été curieuse de savoir jusqu'où ma voix de vieille de province peut parvenir. Et rappelez-vous, ma chérie, la sagesse ne vient pas des livres, elle naît des cicatrices que la vie nous laisse. Nous, les vieilles qui avons vécu, nous portons beaucoup de cicatrices et d'histoires. Certaines douces, d'autres douloureuses, mais toutes vraies, toutes faisant partie du grand voyage qu'est la vie. Parfois, on croise les mêmes visages pendant des années, sans imaginer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enduré pour survivre. Chaque visage ridé, comme le mien, cache 1000 histoires, 1000 combats silencieux. Et si mon récit pouvait aider quelqu'un à éviter de traverser ce que j'ai vécu, alors toute cette douleur partagée aura trouvé un sens. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de confier mon histoire. Que Dieu veille sur vous et votre famille, et préserve votre foyer de toute malveillance et de tout mal.